aussi dans les jardins. Mais d'abord, on va faire un point. Ben, on va rester dans la nature. On va faire un point nature avec Baptiste. Les patates. Les patates, les pommes de terre. Les pommes de terre. De leur joli petit nom, Solanum tuberosum. Voilà. Non, ça c'est Jean-Luc d'habitude qui fait le. Non, tous les deux. Tous les deux. C'est vrai, Ah ouais. c'est vrai. Animaux et c'est vrai. végétaux. Voilà. Donc Solanum tuberosum, la pomme de terre originaire de la cordillère des Andes. Donc on part en Amérique du Sud. Et donc on a plusieurs pommes de terre qui peuvent exister. Donc la fameuse traditionnelle pomme de terre à chair jaune. Ça c'est celle qu'on connaît. Voilà, on a les petits germes là en ce moment qui commencent à arriver. Parce que la pomme de terre, eh bien, c'est un légume qu'on pourrait qualifier de perpétuel. Puisque on plante un tubercule, Ouais. ça en fait une dizaine à peu près. Ouais. On garde ces tubercules à l'abri de la lumière et au froid, et on peut les replanter l'année suivante, et comme ça, ainsi de suite, éternellement. Alors je dis éternellement, les spécialistes vont vous dire qu'il y a des viroses qui peuvent s'installer au bout d'une dizaine d'années au moins, que ça risque d'être un peu compliqué de garder cette variété pendant des années, donc on peut aussi la renouveler. Mais potentiellement, c'est un légume perpétuel. Un légume qui est arrivé en Europe très tardivement, fin des années 1500, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais on l'a cultivé à moins 6000 avant Jésus-Christ, déjà en Amérique depuis très longtemps. Il y a même des vases où on représente les pommes de terre. On pensait que le soleil, c'était le dieu pomme de terre pour certains. Monsieur Patate. Monsieur Patate, exactement. Donc il y avait plein de choses comme ça. Donc il y avait toute une mythologie amérindienne autour de la pomme de terre. 3000 variétés existent en Amérique, donc c'est vous dire la multiplicité des variétés qu'on peut avoir, des longues, des rondes, de toutes sortes, de toutes les couleurs. On en a ici. Alors tout le monde va penser à la vitlotte. La vitlotte, c'est la patate qu'on a mis en avant pour la variété bleue, etc. Qu'on trouve dans le commerce d'ailleurs. Qu'on trouve dans le commerce. Il en existe plusieurs pommes de terre bleues. Ça, c'est une nouvelle variété qui s'appelle fleur bleue. Et elle a la particularité d'avoir un petit halo blanc autour. Elle est assez facile à cultiver et avec un rendement assez intéressant. Elle a un goût intéressant aussi, ou elle a un goût différent? Elle a un goût intéressant. Alors ça, c'est suivant la quantité d'amidon qu'il y a dans la pomme de terre. Plus il y a d'amidon, plus quand on va la cuire, l'amidon va éclater, donc ça va faire une chair plutôt apurée. Et moins il y a d'amidon, plus elle va rester ferme, et donc plus on aura une pomme de terre à frites, à vapeur ou des petites choses comme ça, plus fermes. Voilà. Donc toutes celles qui sont fermes, souvent, ils ont des petits noms de duchesse, Pompadour, machin, etc. Un petit peu plus chic. Et tout ce qui est puré, c'est plutôt Manon. On a des choses un petit peu moins, vous voyez, un peu plus prolo, quoi. Un peu plus prolo, voilà. Et alors justement, hein, on a Stéphane Bern, une pomme de terre à particules, un tubercule à particules, une pomme de terre. Vous n'avez pas vu la publicité? Ah oui, c'est vrai. Pardon, j'étais pas vue. Ah oui, voilà. Ah bah oui. Donc, alors voilà, on a cette, cette dualité entre prolétaire et aristocratique, et qui va me faire rebondir sur Parmentier, Antoine de Parmentier, parce que à l'origine, donc la pomme de terre, par exemple, arrive dans nos assiettes très tardivement parce qu'on l'a donnée aux animaux. On pensait qu'elle était pas bonne à manger, donc du coup on l'a donnée aux cochons, entre autres, et elle était plutôt amère. À l'époque, c'était pas terrible. Et Antoine de Parmentier fait un concours et le remporte pour changer du blé qui ne se cultivait pas très bien et qui générait des famines. Donc ça a remplacé le blé. Et donc, pour remplacer le blé, on choisit la pomme de terre, on fait du lobbying, des dîners avec des savants. Pour faire goûter. Pour faire goûter, donc Aristo. Et après, version prolétaire, marketing, on fait des plantations de champs près de Paris et on met des soldats pour garder les champs. Les gens voient des légumes, des légumes précieux en train d'être conservés par des soldats, se disent ça doit être sympa, mais je vais pas pouvoir y aller. Et au moment où c'était prêt récolté, la nuit, les soldats s'en vont. Et ils vont récupérer les pommes de terre. Super idée marketing. Vachement Parmentier a réussi à faire entrer la pomme de terre dans la consommation des Français. Et aujourd'hui, c'est quand même le 3e aliment mondial, après le blé et le riz. 12 000 kilos de pommes de terre produits à la seconde dans le monde. C'est monumental. 374 millions de tonnes produites chaque année. Donc c'est vraiment un super tubercule à particules. C'est un super tubercule. Et petite info quand même, le fruit de la pomme de terre. Ah, c'est joli en plus. Et oui, parce qu'on pense toujours, à ça. au tubercule, mais la pomme de terre fait des fleurs, donc elle fait des fruits, et on peut ressemer les graines, donc on peut même semer des pommes de terre. Ça, c'est un autre débat. Le feuillage de la pomme de terre est toxique, tout comme le feuillage de la tomate. Il faut le savoir. Ah, je savais pas. Je vais me le dire. Je serais capable d'en manger. Merci beaucoup, Baptiste. On voit la suite tout à l'heure? Oui. L'Oka du Pérou, c'est ça? Baptiste, on se refait un petit point. Non, on va se faire un point Oka. Voilà, on parlait du froid. Pour les pommes de terre, on dit toujours il faut planter les pommes de terre quand les lilas sont en fleurs. Donc c'est pas maintenant, c'est trop tôt, là. Il y a encore 2-3 semaines. Donc du coup,
On peut encore attendre pour les pommes de terre pour les planter, ou sinon il faudra mettre une petite protection au cas où il y a un petit peu de froid. D'accord. Et justement, on va être très raccord avec la pomme de terre parce que l'Oca du Pérou a C'est ça, une c'est ce qu'on a, histoire. hein. Voilà, je vous en ai mis un petit bout pour que vous voyez. Ça sent rien. Ça a une histoire très liée à la pomme de terre. Repartons en Irlande. L'Irlande, quand fin des années 1500, on apporte la pomme de terre. Tous les pays d'Europe, on va dire, prennent ça de façon un peu distante, plutôt pour les animaux. La pomme de terre, on était un peu méfiants, on pensait même que ça apportait des maladies. Mais les Irlandais, eux, sont très pauvres et font face à de nombreuses famines. Donc du coup, eux adoptent la pomme de terre très rapidement et basent leur alimentation en grande partie sur la pomme de terre. D'accord. Des problèmes politiques et de gestion agraire au niveau agricole vont un petit peu affaiblir la manière dont les agriculteurs vont pouvoir se répartir les terres et produire à manger. Et pas de bol, arrivée du continent européen, puisque donc l'Irlande est sur une île, eh bien une maladie va arriver dans les années 1845. C'est le fameux mildiou. Ouais, c'est le mildiou. On a parlé du mildiou de la tomate. Un autre mildiou existe sur la pomme de terre. Et le mildiou va ravager les cultures de pommes de terre. Famine. Famine. Deuxième famine un petit peu plus tard parce que du coup, première fois, ça ravage 50% de l'alimentation. Et après, c'est encore plus important. Une famine énorme, 1 million de morts, 2 millions de personnes qui s'exilent, majoritairement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada. Et aux États-Unis, on les reconnaît parce qu'il y a toujours Mac devant. Voilà, ça veut dire fils d'eux en irlandais. Et donc du coup, Patrick et Margaret MacDonald arrivent aux États-Unis, exilés par la famine puisqu'il n'y avait plus de pommes de terre, et donneront naissance dans les années début 1900 à Richard et Maurice, non pas encore Ronald, qui vont créer justement Ronald McDonald, les plus gros quasiment producteurs de fruits au monde. C'est rigolo parce que, mais ouais, c'est voilà. Ça, et c'est les plus gros producteurs de fruits. Donc, McDonald's, finalement, eh bien, les aïeux de McDonald's ont subi cette disette de pommes de terre, tout comme McCain d'ailleurs, qui fait partie de ces Irlandais exilés aux États-Unis. Le rapport avec l'Oca. Et le rapport avec l'Oca, c'est tout simplement parce que dans ces années-là de famine, on cherche un substitut à la pomme de terre pour essayer de produire un tubercule qui lui ne sera pas sensible à la maladie du mildiou. Donc il faut changer de famille. On est sur les solanacées, des cousines. Alors les pommes de terre est cousine de la tomate, toujours dans la même famille des solanacées. Et on va chercher une plante de la famille des oxalidacées dans le même endroit où pousse la pomme de terre. Au Pérou, dans les Andes, sur la cordillère des Andes, et on trouve l'Oca du Pérou. Alors l'Oca du Pérou, elle, est beaucoup moins productive. On dirait un radis. Et oui, elle n'est pas très grosse, voilà, on la voit, petit, ça fait quand même assez petit. Et par contre, ça produit pas mal de ces tubercules-là, facilement une cinquantaine. Mais on peut les manger comme la pomme de terre. Et on peut les manger comme la pomme de terre. C'est un goût comme une pomme de terre avec une petite acidité d'oseille. Et cette petite acidité, c'est très typique des oxalidacées. Ce sont des oxalates de calcium. Et les oxalates de calcium ont un effet pervers. Si on en mange comme les Irlandais, régulièrement, tous les jours, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça forme des calculs rénaux. Donc effectivement, on ne meurt pas de faim. Et voilà, et on a un mal de chien à cause de ces choses-là. Dans les années 1850-1880, on arrive avec la bouillie bordelaise qui apparaît et on trouve cette solution pour lutter contre le mildiou. On abandonne les Ocas du Pérou qui peuvent être aussi jaunes, je les montre, et on reprend la culture de la pomme de terre puisqu'on a trouvé le remède à tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, mais ça, on en mange quand même. On en mange quand même. Ça se trouve dans le commerce. Ça se trouve un petit peu dans le commerce. La mode des anciens légumes des années 2000-2010 commence à la remettre au goût du jour. Et donc du coup, ces légumes-là, ça font partie des légumes anciens qu'on a oublié de cultiver et qu'il faut consommer donc avec modération, une fois par semaine ou une fois par mois. C'est largement suffisant. On n'aura pas de calcul rénaux avec ça. Voilà. Merci, et ça reste la même culture que les pommes de terre. Même culture que les pommes de terre, avec l'inconvénient de tous les légumes. Ça gèle s'il fait très froid. Pareil. Mais la complexité des légumes andins, c'est que ce sont des légumes souvent de jours courts. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre que les jours raccourcissent pour que ça se mette à produire des tubercules. Des petits tubercules. Voilà, donc à partir d'octobre-novembre. Des tubercules comme ça. Des tubercules, voilà. Merci beaucoup, Baptiste. Baptiste, il a le jardin des curieux. Voilà, c'est en ligne, vous pouvez le contacter directement, vous pouvez aussi acheter parce que je pense que vous... Il y a ça. Effectivement, il y a des Ocas du Pérou, roses, jaunes, et puis il y aura bientôt 104 peut-être variétés de tomates anciennes disponibles sur le site internet. Allez voir le jardin des curieux, c'est Baptiste qui gère ça. Merci beaucoup, Baptiste. Merci.